Bonjour, c'est Cryptolis, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 30 mars 2023. On a encore une fois beaucoup d'actualités, pas mal de choses qui sont en train de se décompter, on commence à avoir une image des intentions de certains acteurs, donc bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous matinal du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. Comme d'habitude, une partie actualité où on va revenir vraiment sur l'attaque au niveau des cryptos et la prise de position des USA, qui est vraiment en train de se démarquer, qu'il va falloir prendre en considération pour la suite. Est-ce que c'est une première fois? Non, vous allez comprendre pourquoi. Et ensuite, on ira voir la partie technique dans laquelle on va voir la réaction du BTC par rapport à ces attaques. Et ce qu'on pourrait dire, c'est que ça ne fonctionne absolument pas, ce qui est une bonne chose. Si vous voulez soutenir la chaîne et que mon contenu vous convient et vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement, ça aide à faire connaître le contenu et ce que je fais. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait et on avance tout de suite dans les nouvelles avec une première nouvelle qui est le mainnet de Polygon, Hermès, le ZK Rollup, EVM compatible qui date déjà depuis un certain temps, dont je parle déjà depuis un certain temps. Si vous ne savez pas ce qu'est un ZK Rollup, je vais vous faire ça très rapidement. C'est une layer 2 d'Ethereum spécialisée dans la compaction d'un nombre de transactions dans lequel la validation se fait sans connaître la réponse ni la question. C'est la technologie Zero Knowledge Proof qui est quelque chose qui est excessivement performant et qui est très scalable à faible coût. Et bah tout simplement on arrive au fait que Polygon a sorti la solution la plus scalable et la plus performante, en tout cas c'est ce que prévient CoinDesk. Ils sont revenus un petit peu derrière ce qu'ils avaient dit que c'était de loin la blockchain la plus performante, ils sont revenus sur cette déclaration, mais ils considèrent que ça reste la plus puissante en termes de ZK Rollup qui est sortie. Et pour aller même plus loin, pour moi c'est pas tant en termes de statistiques, c'est juste tout simplement cette réflexion. Je suis choqué que tout simplement ça marche. Pour avoir testé un petit peu les différentes ZK Rollup, en effet, bah celle de Polygon, ça fonctionne, il n'y a pas à se poser de questions, il n'y a pas de ça marche à moitié, c'est lent, non, ça fonctionne directement. Et les développeurs qui sont en train de développer dessus, bah se disent aussi, ils portent leurs applications en se disant, bah ça fonctionne en fait, il y a même pas à se dire est-ce que je réadapte ou pas, est-ce que je me pose des questions ou pas. Non, on est vraiment dans quelque chose qui est ultra fonctionnel et ça ne m'étonne pas de l'équipe Polygon. Et si vous voulez tester, vous retrouverez dans le thread Twitter que je poste d'habitude sur mon Twitter, donc n'hésitez pas à rejoindre ce petit guide qui vous permet de bridger des assets et de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir justement tester vous-même si vous voulez. Clairement, il n'a pas été dit qu'il allait avoir un airdrop, mais on se doute que toute layer 2 aura à un moment donné un token, donc ça peut être intéressant de commencer à farmer un petit peu les transactions sur ce layer, parce que tout simplement, si jamais on a un airdrop, on sera qualifié pour, au vu de ce qui s'est passé pour Arbitrum. Voilà, on sait qu'on peut faire entre 2000 et 10 000 dollars à peu près en fonction du prix du token, donc c'est toujours intéressant de passer 5 minutes tous les mois pour pouvoir faire des transactions dessus. Ensuite, nous avons l'intelligence artificielle qui a toujours le vent en poupe, malgré la lettre que l'on a vue d'Elon Musk et d'autres acteurs qui demandent une pause de 6 mois dans le développement des intelligences artificielles. Nous avons Fetch AI, qui est donc un protocole qui utilise la notion d'intelligence artificielle. Alors attention, je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Il y a un gros narratif qui est en train d'être effectué autour de l'intelligence artificielle avec certainement une survalorisation, donc faites très attention. Et là-dessus, on a eu une nouvelle levée de fonds de 250 millions de dollars pour pouvoir continuer le développement du protocole. Et on attaque le dur, on attaque l'attaque qui est en train d'être effectuée sur Binance. On a eu l'attaque principalement sur la notion de trading caché en 2019-2020, et là on se retrouve sur justement des liens entre la Chine et Binance, donc forcément il a une tête de chinois, même s'il est canadien. On en reste quand même là-dessus, hein. C'est là je vais exprès dans la provocation parce que c'est quelque chose qu'il a dit récemment, je crois que c'était il y a 9 mois, où il disait c'est pas parce que j'ai une tête de chinois que je suis chinois, je rappelle à tout le monde que je suis canadien. Et donc forcément là on se retrouve quand même sur une corrélation entre Binance et Chine, et que on est à un moment donné où la Chine et les USA sont totalement en confrontation commerciale, avec la Chine qui fait de plus en plus de transactions avec l'international en n'utilisant pas le dollar. Donc on a vraiment une véritable confrontation qui se met en place, et on a une pression
très très forte qui est en train d'être mise sur les acteurs crypto. Donc là-dessus, je sors un petit peu de Binance, même si je suis pas le seul à sortir dessus, étant donné qu'on regarde les capitaux qui sont en train de sortir, on a 2 milliards de dépôts qui sont sortis de Binance suite aux différentes allégations, donc pas que la Chine, mais aussi la problématique de trading. Et au niveau de cette sortie, beaucoup parlent d'un notion de bank run. Oui. Alors, on va remettre en perspective, ce n'est pas un bank run, 2 milliards de dollars, c'est rien. Pour rappel, lors de la crise de FTX, c'était 15 milliards de dollars qui étaient sortis en moins d'une semaine. Donc on est quand même très très loin de cette notion de bank run. Oui, il y aura toujours une sortie, mais je pense que ça n'impactera pas le géant de la crypto-monnaie plus que ça. Et de toute façon, je pense que Binance va régler ça soit avec tout simplement un chèque, comme quasiment la totalité des exchanges à l'heure actuelle, et c'est un petit peu ce qui est en train d'être effectué, soit tout simplement en partant des US et en allant se tourner vers l'international, comme ils font actuellement avec Binance international. Mais ce qui est le plus marquant, c'est qu'on a vraiment cette notion de guerre structurelle qui est en train de se faire au niveau de la crypto-monnaie avec l'opération Chokepoint 2.0. Donc à savoir qu'il y a déjà eu une opération Chokepoint qui s'est effectuée lors de Obama, et là on a Biden qui est en train de mettre en place justement cette nouvelle opération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on met une pression colossale sur la crypto-monnaie et sur le Bitcoin. C'est ce qui est en train de relever le cabinet d'avocats justement Cooper Kirks, qui globalement a récupéré l'ensemble des abus d'autorité qui ont été effectués sur les démarches, et on voit qu'en effet on a une pression juste impressionnante qui est en train de se faire au niveau du marché, que ce soit à travers la fermeture de la Silicon Valley Bank, même s'il y avait des problématiques de liquidité, mais bizarrement la loi est arrivée après alors qu'on savait qu'il y a des problèmes de liquidité, en tout cas sur, pas la loi, l'aide de la Fed, pardon, excusez-moi, et on a la Signature Bank qui a été fermée alors qu'a priori il n'y avait pas de problème de liquidité, mais juste pour mettre la pression sur la crypto-monnaie, et le repreneur de la Signature Bank a dû s'engager justement à ne pas accepter de la crypto, et en tout cas des acteurs qui sont basés dans la crypto. Donc on a vraiment une pression très très forte qui est en train de se faire, notamment vous retrouvez cet article dans le thread dans lequel on a quand même pas mal d'informations, et vous allez voir que c'est assez marquant, et on le voit bien aussi par notre ami Gary de la SEC, donc SEC qui est vraiment l'institution qui règle toutes les autorités financières, enfin qui est vraiment la haute autorité financière, on va dire ça comme ça, principalement au niveau des actions, et qui a droit de légiférer sur la crypto-monnaie, et qui nous dit que bon il y a un cadre légal qui existe déjà, il n'y a aucun intérêt à créer un nouveau cadre pour les crypto-monnaies, on peut très bien appliquer le cadre légal ici. Bon, clairement ce qu'il nous dit, c'est qu'il va déclarer tout le monde en securities, et puis voilà. Alors il va un petit peu plus loin, on a senti un petit peu la peur dans son intervention, ça a été principalement sur le fait que si jamais il y a des nouvelles lois, parce qu'il y a un nouveau framework qui est censé arriver dans les mois prochains au niveau des USA, mais si ce framework apparaît, ça diminuerait l'impact des lois existantes, donc aka le pouvoir que Gary a sur les crypto-monnaies, et forcément ça laisserait ce qu'on appelle une brèche. On va pas se leurrer, considérer que les lois actuelles conviennent à la crypto-monnaie, ce n'est pas le cas, c'est juste un moyen de garder la pression pour pouvoir justement aller plus loin, plus fort sur la pression qui est effectuée sur le secteur. La seule chose qui est en train de se passer au niveau, en tout cas des USA, c'est qu'ils sont en train de faire fuir les principaux acteurs, et l'importance d'avoir une régulation et une réglementation se fait de plus en plus voir, et peut-être c'est aussi la force de Mika. Oui, on est en train de nous sortir des choses totalement acabrantesques avec les 1000 € sur les wallets au niveau de la DeFi qui vont être obligés de faire un KYC. Je ne vois même pas comment ça peut être applicable, mais on a au moins un cadre réglementaire, donc on sait qu'on n'ira pas dans ce qui est en train de se passer, qui est une guéguerre interne de pouvoir pour pouvoir mettre de la pression sur un secteur et pouvoir diminuer l'intérêt de ce secteur à venir, surtout avec une problématique de crise financière très forte, hein. On voit bien que on a eu justement un impact financier très très fort, et le BTC a éclaté à la hausse. À un moment donné, c'est des vecteurs, c'est des appels qui ne passent pas inaperçus, malheureusement, du côté de nos amis de la SEC. À côté, nous avons au niveau de la macroéconomie pas mal de choses, hein. Nous avons le PIB qui va arriver à 14h30, l'ouverture des marchés avec l'inscription hebdomadaire du chômage, donc très important, ces deux indicateurs qui sont regardés par justement la Fed concernant l'inflation. Et ensuite, demain, je vous rappelle qu'on a le PCE Core à 14h30 aussi, dans lequel on va avoir quand même pas mal d'informations, donc ça risque de bouger un petit peu, surtout qu'on a déjà eu un marché qui a commencé à bouger fortement, et
on va tout de suite voir l'analyse technique. Et on commence par notre rappel habituel de là où on se trouve. Comme d'habitude, nous avons toujours terminé ces vagues d'impulsion héliotiste au nombre de 5, un retracement en 3 vagues, donc on est sur quelque chose de classique. On a break le 618 du mouvement total, ce qui est plutôt positif, ça veut dire qu'on est en train de sortir d'une zone de retracement long terme, donc ça sous-entend qu'on sort aussi de notre zone de DCA long terme de rechargement. Nous sommes toujours en dessous du 0,5, donc toujours intéressant, toujours dans une zone discount, mais on est beaucoup moins intéressant que dans la zone forcément de renforcement et de rachat long terme en dessous du 618, en dessous du 786. Il faut bien prendre en considération que ce n'est pas parce que nous avons quitté cette zone-là que nous ne retournerons pas dessus, étant donné que nous avons des appels de prix quand même toujours à 786, et nous avons les 10 000, même si plus on s'élève vers le haut, moins il y a de probabilité d'aller retester les 10 000, et de toute façon dans tous les cas, il y a toujours ce qu'on appelle les perma-bears, et eux, ils resteront, quoi qu'il arrive, perma-bears, c'est-à-dire qu'ils iront toujours, une fois qu'on ira à 10 000, ils penseront qu'on ira à 5 000, qu'on ira à 300, et ainsi de suite. D'accord, ils ne seront jamais satisfaits, il faut bien prendre en considération ça, et bien prendre en considération les biais que l'on a. Ce n'est pas parce que on est bullish ou bearish que forcément le cours va faire de cette façon-là. Il faut toujours prendre en considération ça pour pouvoir s'exposer en cohérence. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que on doit être dans un état d'esprit, peu importe le mouvement du marché, sain. Voilà, on doit être sain d'esprit, quoi qu'il arrive, peu importe le mouvement du marché. C'est-à-dire que si on explose à la hausse et qu'on ressent justement une notion de FOMO en se disant « le train va partir sans moi », c'est qu'on n'est pas assez exposé. Si le mouvement du BTC crash et qu'on sent justement une pression très forte, c'est qu'on est trop exposé par rapport à justement l'état psychologique que nous avons. Et ça, c'est vraiment propre à chacun, et c'est pour ça qu'il faut apprendre à se connaître pour bien comprendre le taux d'exposition que l'on doit avoir, pour être serein, quoi qu'il arrive, au niveau du marché. Alors, nous avons bien comblé le gap CME qui se trouvait ici, le prochain gap se trouve là, 34-35, hein, qu'on a déjà en tête, on a refait une petite rupture ici. Si on va regarder en weekly, on voit toujours cette belle accumulation qui est présente, hein, et cette rupture d'AR qui a été effectuée ici, on la voit bien, donc on a bien une validation d'accumulation de week-off avec une rupture haussière, donc ce qui diminue encore fortement la possibilité de spring, donc la possibilité d'avoir un impact baissier, et on a une forme de retournement qui est en train de se faire. On est en train de s'éloigner doucement aussi de la possibilité de pullback, même si elle reste quand même persistante, hein. Je rappelle qu'on a des options qui se trouvent à 24 000, hein, option up que l'on retrouve ici, le maximum price 24 000 $, donc on aura certainement tendance au niveau de l'expiration de ces options, donc vendredi matin, à aller chercher vraiment, à se rapprocher en tout cas du market price, donc ça sous-entendrait ici une clôture baissière. Est-ce qu'on irait à 24 000? Pas forcément, mais déjà diminuer un petit peu serait quand même plus intéressant, et en tout cas serait cohérent par rapport à la notion de market making. Mais encore une fois, tout va dépendre du poids de ce mouvement. C'est-à-dire que si ça coûte très cher d'emmener le cours à la baisse pour les market makers, ce n'est pas intéressant, autant encaisser une notion de perte relative et justement se hedger. De toute façon, dans tous les cas, la perte n'est pas forcément effective et réelle, parce que, pour rappel, les market makers en option se hedgent continuellement, donc ils ne sont jamais perdants, et c'est juste qu'on a un appel sur le maximum price pour optimiser, mais ça reste de l'optimisation, ils ne seront jamais perdants quoi qu'il arrive. On va regarder rapidement Ichimoku en weekly, on voit qu'on est bien en train de consolider dans ce petit Kumo ici, et si on regarde le gros niveau d'aplat, c'est 31 800, et si jamais on va sur des mouvements impulsifs comme on a eu déjà ici, hein, qu'on regarde ce type de bougie là, et qu'on regarde justement l'évolution qu'on pourrait avoir, on pourrait très bien aller chercher cet aplat ici à 33 700, donc ça sous-entend qu'on va combler, en tout cas se rapprocher du gap CME, pour faire une mèche certainement pour le combler. C'est un petit peu l'idée que l'on voit, en tout cas si on fait que de l'Ichimoku, on se dit que le premier aplat sera ici 31 800, le second sera à 33 000, on va dire 34 000, avec potentiellement une extension pour aller chercher, ce qui correspond aussi à ce gap CME que l'on a déjà depuis un certain temps. Si on passe en horaire pour bien comprendre le mouvement, alors là-dessus vous allez voir déjà par rapport à hier que ça a changé. J'étais sur quelque chose historiquement qui était dans une forme de compression avec une rupture qui s'est effectuée ici, classique. Sauf que j'ai revu un petit peu mon positionnement pour plusieurs choses. C'est que le mouvement de prise de liquidité qui a eu là, plus l'accélération haussière avec la prise de liquidité là, m'a amené à différentes réflexions. Je vais vous les expliquer les unes après les autres. Alors, première chose,
Quand on a en fait ce type de schématique là, il est très compliqué à trader, surtout quand on fait beaucoup de SMC, donc on utilise beaucoup la notion de liquidité, la notion de structure et la notion de market making. On se retrouve dans une situation où on n'a pas de structure, d'accord? On est dans une forme de ranging sans être dans une forme de ranging, avec derrière une structure qui va être invalidée, première invalidation, deuxième invalidation, on est bearish, on repasse à la hausse, on casse ici, et on recasse à la hausse ici. Donc ça sous-entend que on a une structure qui est plutôt flat, mais sans être totalement flat. Et on est ce qu'on appelle, justement les chartistes vont appeler ça une forme de porte-voix ou un canal d'expansion, mais ça importe assez peu, ça sous-entend que c'est quelque chose qui va s'étendre et qui va justement aller chercher les liquidités continuellement à la hausse et à la baisse, et ça c'est quelque chose en termes de Wyckoff qui nous appelle beaucoup, qui est la notion de distribution ou d'accumulation dans lequel on crée des liquidités supérieures et inférieures et on va aller chercher. Ici on aurait un BC, un AR, un ST, un SO, un UT, et donc ce qu'on attendrait ce serait un UTAD, ce qui correspondrait potentiellement à quelque chose comme ça avant de faire un test bearish et ici casser baissier. Alors la question c'est est-ce qu'on va être capable de terminer ce mouvement ici dans la temporalité nécessaire, donc ça sous-entend avec aujourd'hui et demain, parce qu'on va avoir des nouvelles, on sait qu'on va avoir de la volatilité avec la clôture des options, avec la clôture mensuelle, la clôture du trimestre, voilà, on est quand même dans quelque chose qui est en train de se mettre en place, on sait qu'on va avoir de la volatilité, et est-ce que la volatilité va être nécessaire pour faire justement l'UTAD, ou est-ce que tout simplement, on va ici, on a eu l'UT, on va peut-être juste refaire une petite accélération avant de faire un break baissier, faire un LPC et rechuter, d'accord, donc qui serait justement une schématique de distribution, avec ici, simplement un UT et sans forcément un UTAD, juste avoir un retest, donc une cassure baissière ici pour prendre la liquidité, réaccélération, on reteste cette zone-là avec notamment l'order block qui est en train de se former ici, et on va chercher le saut pour aller chercher plus bas. Ça, c'est la schématique bearish que l'on peut avoir. Ok. Maintenant, on a une autre schématique qui pourrait être ici une réaccumulation SC, STB, Spring. D'accord, donc on aurait bien une réaccumulation avec une distribution ici, petite distribution, mise en place une grosse accumulation, donc nous avons bien une réaccumulation structurelle pour aller chercher beaucoup plus haut, d'accord, et la target serait là, dans les 34 000. Donc il y en a une sur une target basse qui serait les 25 200, donc le retest pullback que l'on pourrait avoir sur justement la rupture de la R, et l'autre serait les 34 000, 34 500, qui est clairement quoi? Bah qui est clairement la zone du gap CME, qui est la grosse zone de résistance. Hop, on va repasser ici pour bien la voir. Grosse zone de résistance qui nous amènerait où? Hop, tac, 34 000. On voit bien que on irait retester ici, justement la zone de résistance qu'on avait eue sur la période de janvier où on avait retravaillé correctement le prix. Donc on irait vraiment combler cette partie-là avec la rupture structurelle qu'il y avait eu à l'époque au niveau de la chute de Terra Luna. Je reviendrai pas là-dessus. La question est vers où nous nous trouvons. Vers où nous nous trouvons, est-ce que oui ou non c'est le cas? On va aller regarder un petit peu l'order flow. L'order flow, on a un CVD spot et CVD perp qui est quand même en chute, hein, on va pas se leurrer, l'accélération haussière elle a été quand même un peu faiblarde, on a bien, ici on voit bien une pattern descente légèrement sur le spot, mais beaucoup plus marquée sur le perp, hein, on le voit bien ici la cassure, et surtout moi ce qui me gêne c'est ici, hein, on voit bien que si on regarde le top qui a été effectué, on voit bien que on n'a pas de position dans les top traders qui augmente. On a eu, oui, une petite accélération, mais on n'a pas de rupture haussière. Donc ça sous-entend que le haut qui est effectué, ici, n'est pas acheté, porté par les top traders. Donc on a toujours cette possibilité d'une cassure baissière que l'on pourrait retrouver ici. Donc ça sous-entendrait qu'au niveau de l'order flow, on est en train de nous dire que on est en train de libérer un petit peu de bout, donc on aurait potentiellement un retest des 25 200, qui est d'ailleurs le biais que j'ai. Hein. Si vous m'écoutez depuis déjà quelques jours et que vous vous remémorez les différentes quotidiennes, voilà, le retest des 24 200 me paraît tout à fait logique, mais encore une fois, la problématique est, est-ce que c'est pas trop logique? Est-ce que c'est pas justement un appel de prix qui est suffisamment fort pour dire bah venez vous positionner dessus et qu'on se retrouve dans une manipulation alors qu'on a un BTC qui est en train de pousser à la hausse malgré la pression qu'on est en train de mettre? Pour rappel, hein, on est en train de mettre la pression au BTC et à l'ensemble des cryptos. Bon, c'est vrai que ça se voit énormément, on est totalement dedans, là on comprend qu'il y a beaucoup de pression, hein. Mais voilà, ce que je veux dire ironiquement, c'est que ce n'est pas parce que notre analyse nous dit quelque chose que notre biais est bon et qu'il faut le prendre en considération. Je sais que j'ai un biais qui est majoritairement ici dans une forme qui est long terme, bullish, mais court terme potentiellement sur un retest ici avant de partir, même si je sais que la probabilité est relativement
faible et reste, en fait, on n'est pas sur une probabilité de 70-30, mais plus dans une probabilité de 55-60% de ce retest par rapport à moi, mon biais que j'ai, et parce que on a un BTC qui est relativement impulsif, et que quand on est dans une phase de rupture comme celle-ci, ben on reste dans l'impulsion. Donc il faut faire bien attention à ça, et bien considérer les biais que l'on peut avoir, garder ces biais. Pour moi, la rupture que j'aurai, c'est si jamais j'ai un éclatement à la hausse. D'accord, si jamais j'ai un éclatement à la hausse, ça sous-entend un BTC ici qui arrache, avec des bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver sur les chiffres macro d'aujourd'hui et de demain, dans lequel j'ai une accélération haussière, parce que les chiffres macro ont été plutôt positifs, en tout cas la réaction du marché action est plutôt positive. Quand on regarde ce qui est en train de se passer ici, la journée d'hier a été juste magnifique, hein. On a ravalé la totalité au niveau du Nasdaq, on est en train d'aller retester encore une fois la zone dans laquelle on a pris la liquidité. Alors oui, hein, BC, AR, ST, SO, UT, UTAD. Donc on a bien une schématique de distribution ici. On le sait, on en a conscience, mais ça n'empêche que on a quand même une belle accélération et qu'on pourrait aller faire un UTAD très haut. D'accord, c'est pas parce qu'on a une distribution ici qu'on va break baissier tout de suite. D'accord, pour rappel, la distribution se valide au niveau de la rupture de la R, et encore une fois, on est sur une distribution mais qui est très large, qui est vraiment très large, qui montre justement la volatilité du marché action avec la crise actuelle que l'on a. SP500 c'est quand même beaucoup plus mitigé, même si on est en train d'aller retester la zone qu'on attend depuis déjà un certain temps, dans lequel on pourra avoir un rejet, donc il va falloir faire attention. Le SP500 est quand même bien plus faiblard actuellement que le Nasdaq, hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu un SP500 qui portait justement le marché pendant un certain temps, et depuis la crise financière, en même temps, vous allez me dire c'est logique, mais oui, c'est logique, nous avons un SP500 qui sous-performe, et ce qui est normal. À côté, nous avons les bonds 10 ans et 2 ans, pour rappel, c'est le yielding, donc c'est-à-dire les intérêts qui sont payés pour détenir des bonds, donc des bons du trésor américain, et là c'est la comparaison entre justement combien rémunèrent les 2 ans contre combien rémunèrent les 10 ans. D'habitude on est en positif parce que les 10 ans rémunèrent plus, et là on est en négatif déjà depuis un certain temps. Je vais pas revenir sur toute l'explication, j'en parle régulièrement si vous suivez mes quotidiennes, et donc là on est en négatif. On avait eu une belle accélération notamment avec le plan de la Fed qui nous avait donné une grosse accélération, quelque chose qui était assez fort, où on était pas loin du 0, hein, pas loin de repasser au-dessus de la barre pour se dire que on était en train de structurer quelque chose comme ça pour potentiellement repartir. Bon, alors on voit qu'on est en train d'aller retester potentiellement ici cette zone-là, on le sait, et donc ce qui va être intéressant, ça va être de comparer, c'est pour ça que je vous montre aujourd'hui, là, avec post-clôture mensuelle, post-clôture trimestrielle, et post-chiffre justement d'aujourd'hui et demain. D'accord, donc je pense que on reverra ça certainement lundi pour voir l'impact, mais il y a de fortes probabilités qu'on ait un retest ici, puis après quelque chose qui repart à la hausse, hein. C'est un petit peu l'idée que j'ai en tête avec la rupture qu'on a eu là. Pour moi, je me dis qu'on aurait quelque chose d'accélération haussière, et que là on serait sur un gap de rupture, donc quelque chose qui serait plutôt bullish, et qui serait pas amené à être justement comblé, donc ça va être à valider la semaine prochaine, voir un petit peu où on se structure. On va juste regarder un petit quelque chose, on va aller regarder le BTC, point dominance, donc on va aller chercher la dominance du BTC qui représente justement le poids du BTC sur l'ensemble du marché crypto. Et qu'est-ce que l'on voit? On est en train d'arriver en haut du range qu'on a déjà depuis un certain temps, qui a commencé ici en mai 2021 avec la chute réelle de mai 2021, et on est dans cette forme de range. Est-ce que vous aurez une explosion du BTC? Est-ce qu'on n'aurait pas une sortie par le haut, justement, du BTC, avec une forme d'accumulation où on aurait, si on fait de l'analyse technique sur une dominance, hein, chose qui n'est pas normale de faire, parce que c'est quelque chose qui a des fortes polarités, c'est-à-dire plus on va se diriger vers 0, plus ce sera exponentiel, plus on va se diriger vers 100, plus ce sera exponentiel, donc c'est compliqué de pouvoir faire du chartisme réel, mais on peut faire l'exercice où on aurait ici un SC, un STB, un spring, accélération haussière. Pour ça, il faudrait avoir une rupture. Donc il faudrait casser les 49% et justement structurer ici pour pouvoir repartir à la hausse, et ça sous-entendrait qu'on aurait un écrasement des altcoins. Cet écrasement des altcoins arriverait par quoi? Bah par la mise en place des securities. Ça veut dire que tous les proof of stake, donc tous les altcoins qui traînent actuellement, seraient déclarés en securities, et là je peux vous dire que ça va saigner, et que au niveau des altcoins, on va avoir quelque chose qui va être assez faible. En fait, on va avoir que les proof of work qui vont être considérés comme étant des communities, et encore, on est très loin, donc potentiellement Ethereum peut passer, mais on aurait donc Ethereum, on aurait Bitcoin, et tous les autres, surtout ceux qui sont statués aux US, bah qui prendraient très
très cher. Donc à ce moment-là, il va falloir surveiller vraiment la réaction, parce que normalement, on a une considération qui est, ici, on est dans un cycle de Bitcoin, donc on aurait une cassure baissière ici, où on aurait un cycle d'altcoin, où on aurait un transit des liquidités de BTC, ici, vers justement les alts. D'accord, qui est quelque chose qu'on connaît déjà depuis un certain temps, depuis 2020, où vraiment on a cette expansion et cette transfert de liquidité qui s'effectue fin 2020, et là-dessus ça pourrait être justement l'idée de ce cycle. Et là on aura une réponse, est-ce que oui ou non les altcoins vont rester, et on va rester dans ce cycle qui va être plus dans quelque chose qui va ressembler à ça, où le BTC en fait va perdre de dominance et on va avoir un ensemble d'altcoins qui vont prendre le dessus, ce qui est généralement souvent l'idéologie générale quand on a une avancée de la technologie, donc ce serait quelque chose qui serait plutôt de cette schématique là, ou si le BTC va garder sa valeur refuge et va performer, et donc à ce moment-là, ici, sur une rupture des 49, on pourrait dire qu'on va retester cette zone-là sur les 50-60, et 50-60, c'est très très lourd, hein. Ça veut dire qu'on a une fuite de liquidité des altcoins vers le BTC, et donc là, c'est un shift réel au niveau de la technologie, et en tout cas au niveau des flux financiers, qu'il faudra analyser en temps et en heure à ce moment-là. Si la vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire, like, partage, ça m'aide beaucoup, et n'oublie pas que tu as en commentaire et en description aussi le Discord qui est gratuit, qui regorge d'informations, qui a un parcours pédagogique mis à disposition pour pouvoir avoir énormément d'informations. Tu y retrouveras aussi beaucoup de choses, comme par exemple plein de discussions enflammées, tu y retrouveras de la fiscalité, de l'investissement, du trading, de la DeFi, et aussi un coin premium dans lequel tu as mes briefs, mes investissements, mon portefeuille, mes gridbots, tu vas avoir aussi des stratégies automatisées, tu vas retrouver aussi des discussions et des accompagnements justement avancés pour pouvoir progresser plus rapidement, que ce soit dans l'investissement, le trading, ou même tout simplement dans un point de vue psychologique en termes d'investisseurs. Donc rejoins-nous, ça se passe en commentaire et en description. Je te dis à très vite.